Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va aller faire un petit tour du côté des plateformes actuelles sur PC, lesquelles sont intéressantes, est-ce qu'il y a des avantages et des inconvénients à partir sur de l'AM4 ou de l'AM5 ou sur les plateformes d'Intel, ce genre de trucs, également voir un petit peu quels sont les processeurs les plus intéressants pour chaque plateforme. Juste après la petite sponsor, allons-y, c'est parti. Vous avez acheté ou monté un nouveau PC, vous avez besoin d'une clé Windows ou de la dernière version d'Office, alors n'hésitez pas à profiter des offres de chez Godil24. Avec par exemple 50% de réduction sur les clés Windows avec le code de la chaîne VCG50, et si vous cherchez la dernière version d'Office ou un bundle Windows plus Office, vous pouvez avoir 62% de réduction grâce au code VCG62. Et sur le site, vous trouverez en bas de la page de l'offre les instructions pour passer commande avec toutes les étapes et comment utiliser leur moyen de paiement par PayPal. Et une fois le paiement validé, en quelques minutes, vous recevrez là ou les clés que vous avez commandées par email ainsi que les instructions pour les utiliser, donc pensez bien à vérifier dans votre répertoire spam au cas où le mail s'y trouverait. Et si vous rencontrez un problème quelconque, n'hésitez pas à contacter l'assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 qui vous accompagnera en cas de problème. Tous les liens seront dans la description de la vidéo et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé car ça permet d'aider la chaîne tout en ayant pour vous quelque chose en retour. Et également merci bien sûr à Godil24 pour sponsoriser cette vidéo. Alors, choisir sa plateforme pour faire sa config, c'est souvent une source de pas mal de questions en réalité, et on va tenter un petit peu de répondre à ces interrogations-là aujourd'hui. Alors déjà, la première chose à faire, quand vous essayez de faire votre choix, quand vous achetez un processeur, quand vous achetez une plateforme, c'est tout d'abord d'identifier votre besoin et vos exigences. Est-ce que vous allez uniquement utiliser le PC pour jouer? Avec quel écran? Quel type de jeu aussi? Puisque les besoins ne seront pas les mêmes si vous cherchez à faire des AAA à 60 fps que des jeux plus compétitifs à plus de 200 par exemple. Pareil pour l'applicatif, est-ce que vous en faites juste de temps en autre, régulièrement ou bien de manière intensive? Puisque là aussi les besoins seront très différents. Si vous faites 2 montages vidéo par an et quelques retouches photos par-ci par-là, c'est pas forcément dramatique si ça prend un petit peu plus de temps que si vous faites ça de manière plus ou moins professionnelle ou très régulièrement. Donc bref, pour cette vidéo, je me suis dit que ça pourrait être sympa déjà de faire l'état des lieux des différentes plateformes qui sont présentes sur le marché, si elles sont intéressantes ou pas, et voir les processeurs qui me paraissent les plus intéressants aussi pour chaque plateforme. Accessoirement, je dirais pour ceux que ça intéresse, alors j'ai également fait une page Amazon où j'ai fait quelques configs qui vous sont proposés, des configs type qui moi me paraissent équilibrés. Je vous invite à aller le voir si ça vous intéresse. Alors bien évidemment, comme la page Amazon n'utilise uniquement que les prix qu'on trouve sur Amazon, c'est pas forcément les meilleurs tarifs possibles. Si vous trouvez des pièces moins chères ailleurs, bien évidemment, au niveau des promos, comme c'est le cas actuellement, allez chercher ailleurs. Si vous trouvez de meilleurs tarifs, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Tout en sachant que si vous achetez quelque chose sur Amazon, ça me soutient aussi. Donc, ceux qui le font, merci à vous, mais quoi qu'il arrive, achetez au moins cher, c'est ça le plus important. Mais c'est vrai que l'outil est globalement relativement intéressant dans l'ensemble, puisque comme vous pouvez le voir ici, là c'est la config à tarif serré pour du 1080p 60 fps, aux alentours des 650 €. Je laisse plusieurs choix de carte graphique, et je mets aussi un petit commentaire à chaque fois, quand vous allez en bas à droite de chaque photo, qui donne un petit peu mon avis sur chaque pièce, et voir un petit peu ce que j'en pense. Donc vous pouvez aller voir si ça vous intéresse, si vous vous en foutez, c'est pareil, ça change rien. Donc allons-y, alors on commence avec la première plateforme que l'on trouve encore sur le marché, mais qui a tendance, je dirais, à disparaître, et que je ne recommande pas du tout en réalité. Alors c'est la plateforme LGA 1200 d'Intel, celle qui accompagnait les générations Core 10 et 11. Alors, c'est pas qu'il y ait un problème particulier avec les produits en question, c'est juste que là, maintenant, fin 2023, en dehors d'un très bon deal, il n'y a vraiment quasiment aucune raison d'acheter cette plateforme en neuf. Puisque même les i9 10900 ou 11900K par exemple, sont un bon cran en dessous en gaming par exemple que ce que proposent les i5 1213 ou 14600K, et même en applicatif, ils sont pas spécialement meilleurs non plus. Donc en dehors de très bons prix ou de besoins très spécifiques pour cette plateforme-là, c'est une plateforme qu'il est préférable de laisser de côté dans la plupart des situations, donc je m'attarderai pas plus que ça sur celle-ci non plus. Autre plateforme assez ancienne, mais qui par contre peut être intéressante encore maintenant, c'est la plateforme AM4 d'AMD. Alors sa grande force, c'est son ratio performance-prix, puisque même si c'est une plateforme en fin de vie, les tarifs en neuf la rendent encore vraiment hyper compétitive, même face à la M5 ou le LGA 1700 d'Intel. Alors, ce qui l'avantage beaucoup, c'est le prix des cartes mères déjà, qui est souvent quand même un petit peu plus bas que sur les autres plateformes, et c'est aussi une plateforme uniquement DDR4, ce qui est aussi souvent un petit peu plus avantageux par rapport à la DDR5, même si l'écart de tarif a tendance un petit peu à se resserrer.
L'autre grande force de la M4, c'est que c'est une plateforme assez mûre, et donc elle n'a pas vraiment de soucis de jeunesse comme peut le rencontrer encore à l'heure actuelle la plateforme M5 par exemple. Ça on en reparlera un petit peu plus tard. Et pour tous ceux qui sont déjà sur la plateforme M4, avec un processeur un petit peu plus ancien, il reste aussi là l'upgrade vers le 5800 X3D comme upgrade ultime, qui reste vraiment un excellent choix, qui n'a vraiment pas à rougir face au dernier processeur en ce qui concerne le gaming. Et ça continuera très probablement à faire le boulot pendant encore un bon moment. Les points faibles de la M4 par contre, c'est que c'est une plateforme en fin de vie, comme je l'ai dit juste avant, donc niveau évolution possible, on est déjà un petit peu coincé. Et on sait que par exemple, pour le gaming, on n'aura rien de mieux que le 5800 X3D, et pour l'applicatif, c'est le 5950X qui sera le meilleur. Donc c'est quand même un paramètre à prendre en compte si vous partez sur une nouvelle machine, puisque par exemple, la plateforme M5 pourrait se montrer plus avantageuse sur le long terme si changer de processeur en cours de route, c'est quelque chose qui ne vous fait pas peur, ou qui vous intéresse. Mais si vous êtes du genre à changer totalement la plateforme tous les 5 ou 6 ans, ou que mettre les mains dans le cambouis ça vous fait un petit peu peur, forcément, je dirais que la possibilité d'upgrade par la suite, c'est un argument qui ne sert du coup absolument à rien. Alors, en ce qui concerne les processeurs pour la plateforme M4 que je trouve les plus intéressants, alors déjà, je dirais le processeur entrée gamme, le moins cher, celui pour lequel je n'irai pas en dessous, c'est le Ryzen 5 3600. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que celui-ci, quand il est aux alentours des 100 €, voire moins, on l'a déjà vu à des tarifs beaucoup plus agressifs, ça permet toujours de jouer dans de plutôt bonnes conditions, même dans les AAA qui viennent de sortir, aux alentours des 60 FPS, et dans la plupart des jeux compétitifs au-dessus des 100 FPS. Après, ça dépendra des jeux bien évidemment, c'est pas garanti dans tous les jeux que ça continue de le faire aussi par la suite. Mais bon, c'est une base plutôt solide, encore à l'heure actuelle. Et je préfère largement celui-ci au Ryzen 4500, 5500 ou 5600G par exemple. Pourquoi? Alors il y a plusieurs raisons. Déjà, au niveau des performances brutes, le Ryzen 5 3600 est plus performant que le Ryzen 4500. Certes, il est un petit peu plus cher, mais il est constamment 5, 10, 15% plus performant que le Ryzen 4500. Donc en dehors d'un tarif vraiment hyper intéressant, il vaut mieux partir sur le 3600. En ce qui concerne le Ryzen 5 5500, c'est plus ou moins égalité avec le 3600. Il y a certains jeux où il sera devant, il y en a d'autres, ce sera le 5500 qui sera devant par exemple. Le 5600G, c'est plus ou moins un 5500 avec une partie graphique intégrée et des fréquences légèrement supérieures. Si vous n'avez pas besoin de la partie graphique intégrée, il n'y a pas de grande raison de partir dessus. Et je dirais l'autre gros point faible des Ryzen 4500, 5500 et 5600G, 5700G aussi en vrai, c'est qu'ils sont limités au PCI Express 3.0. Alors, c'est pas dramatique, mais si vous achetez ces processeurs-là, et si vous les couplez avec des cartes graphiques qui sont limitées au niveau du nombre de lignes PCI Express, la plupart des cartes d'entrée de gamme, comme la RX 6600, 6650 XT ou 7600, et chez Nvidia les 4060 et 4060 Ti, n'ont que 8 lignes PCI Express 4.0. Alors vous aurez un petit peu moins de performance du coup, avec un processeur qui ne fait que du PCI Express 3.0. La plupart du temps, c'est pas énorme, mais il y a quelques jeux où l'impact est un petit peu plus fort. Donc, quand le Ryzen 3600 est plus ou moins au même prix, et que celui-ci a accès au PCI Express 4.0, c'est plus intéressant de partir sur celui-ci. Et c'est pour ça que la plupart du temps, mon choix se portera plus vers le Ryzen 5 3600 que les autres dont on vient de parler. Les autres processeurs plutôt intéressants sur la plateforme M4, si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus performant, il y a les Ryzen 5 5600. Alors là, au niveau du tarif, c'est pas spécialement les meilleurs prix qu'on a vus, mais je dirais que c'est le tarif actuel aux alentours des 150 €. Si vous le trouvez moins cher, ça peut être intéressant. Aussi, faites attention quand même quand vous achetez sur Amazon que ce soit bien expédié par Amazon et vendu par Amazon pour avoir le moins de problèmes possible, puisqu'il y a certains vendeurs tiers où c'est pas forcément terrible. Mais bon, ça, je dirais ça à vous de voir. En ce qui concerne le 5600, on est quand même 15-20% plus performant que le Ryzen 3600, que ce soit en gaming ou en applicatif, donc il y a quand même une belle évolution au niveau des performances. Est-ce que ça vaut le tarif en plus? Ça, c'est à vous de voir. Sinon, entre le Ryzen 5600 et le 5700X, là aussi, ça va dépendre des promos. On l'a vu aux alentours des 150 € là en ce moment pour le Black Friday. Bien évidemment, quand le tarif est aussi proche du 5600, autant partir
sur le 5700X. Par contre, s'il coûte 50 balles de plus, vu le peu de performance en plus que ça offre pour le gaming, ça vaut pas spécialement le coup, je dirais, à part si vous faites un petit peu d'applicatif et que vous voulez avoir les 2 corps de plus. Mais pour le gaming, en réalité, ça change pas grand chose. Et l'autre processeur que je recommande pas vraiment, c'est le Ryzen 5800X. Non pas qu'il soit mauvais, mais par rapport au 5700X, la plupart du temps, il est pas très intéressant puisqu'il est plus cher et c'est globalement le même processeur. Le 5700X, il est juste 2-3% en dessous la plupart du temps, c'est absolument ridicule. Et en plus de ça, le 5700X c'est plus facile à refroidir, on va dire. Donc je préfère quand même le 5700X au 5800X. Et enfin, le dernier processeur intéressant sur la plateforme AM4 pour du gaming, c'est le 5800X 3D bien évidemment. Tout simplement parce que c'est celui qui vous offrira le plus de performance pour le gaming sur la plateforme, c'est un petit peu l'upgrade ultime. Alors après ça dépend aussi des tarifs, là c'est vrai qu'à 355 € comme on le voit ici, ça devient un petit peu compliqué, à part si vous êtes déjà sur la plateforme AM4. Puisque si vous devez acheter une config en neuf, si le processeur coûte déjà aussi cher, c'est vrai que maintenant on peut se faire des combos en AM5 qui sont possiblement plus évolutifs pour un tarif similaire et des performances similaires avec un 7500F ou un 7600 par exemple. Donc ça à mettre dans la balance malgré tout. Le 5800X 3D, ça reste un excellent processeur qui n'a pas du tout à rougir en face des derniers processeurs sur AM5 ou sur la plateforme Intel. Il est un tout petit cran en dessous, mais ça reste vraiment très très bon. Tout dépendra du prix et de la situation dans laquelle vous êtes, mais je dirais que pour une config neuve, s'il est en promo à un meilleur tarif que ça peut être intéressant. Sinon, personnellement, je partirais plus vers les autres plateformes. Ça, c'est un avis perso. Les Ryzen 5900X et 5950X. Alors, moi, de ce que j'observe, c'est qu'ils sont de moins en moins présents sur le marché. On a l'impression qu'AMD a mis un petit peu les freins au niveau de la production pour ces modèles-là, ce qui est plutôt logique. Et vu les tarifs, la plupart du temps, c'est pas vraiment intéressant. Mais si vous voulez faire de l'applicatif, que vous achetez une nouvelle config, pour moi ça n'a pas de sens d'acheter un 5900X ou un 5950X. La plupart du temps, ce sera plus intéressant d'acheter une plateforme AM5 ou LGA 1700 d'Intel que de partir là-dessus. Donc pour moi, ces deux processeurs-là, ça dépend, c'est vraiment intéressant si vous êtes déjà en AM4 et que vous les trouvez à un bon tarif. Sinon, pour moi, ça vaut pas le coup. Alors on va ensuite passer sur la plateforme AM5 d'AMD, alors celle-ci est sortie il y a environ un an avec les Ryzen 7000, on est toujours sur la génération Zen 4, on n'a pas encore eu Zen 5 qui doit arriver normalement en 2024. Alors la plateforme AM5, il y a quand même quelques petits problèmes de jeunesse qui ne sont pas encore totalement résolus, principalement du point de vue de la RAM et de la stabilité de certaines cartes mères avec certains combos de RAM. Et ça peut être assez problématique, puisqu'encore à l'heure actuelle, je dirais qu'il n'y a vraiment que seulement 2 constructeurs de cartes mères qui ont fait un taf plutôt correct du point de vue gestion de la RAM. Et c'est globalement plus stable, je trouve, de ma propre expérience avec ces marques-là, plutôt qu'avec d'autres. En ce qui me concerne, sur la plateforme AM5, pour l'instant, je recommande quand même fortement les cartes mères de chez Gigabyte, que ce soit les gaming ou les Aorus, ou les cartes mères de chez ASRock qui sont apparemment plutôt correctes également. Mais c'est vrai que de ce que j'ai pu tester, chez Asus et MSI par exemple, c'était beaucoup moins pratique. Au niveau du temps de boot et tout ça, c'était beaucoup plus long. Au niveau de la stabilité, j'étais pas spécialement satisfait non plus tout le temps. Alors je sais que les BIOS continuent d'être mis à jour, mais c'est vrai que par rapport à l'expérience que j'ai eue avec les cartes mères de chez Gigabyte, c'était tout simplement beaucoup mieux. Donc vous en faites ce que vous voulez, mais en ce qui me concerne, j'irai pas sur d'autres marques à l'heure actuelle, pour l'instant sur la M5 avec les processeurs actuels. Sinon, en ce qui concerne la M5, ce qui pourrait être intéressant, c'est sa durée de vie. Si AMD répète un petit peu le même schéma que pour la plateforme M4, on pourrait avoir plusieurs générations de processeurs par la suite qui permettraient de faire des upgrades régulièrement du point de vue processeur, quand ceux-ci sont intéressants bien évidemment. Alors normalement, AMD a annoncé officiellement un support jusqu'à 2025+, et c'est un petit peu le 2025+, qui est problématique aussi, puisque ça ne veut pas dire, on ne sait pas vraiment combien de générations AMD compte supporter sur cette plateforme-là. Pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que ce sera Zen 4 et Zen 5, la prochaine architecture qui va sortir l'année prochaine, mais est-ce qu'on aura aussi Zen 6? Et après, on ne sait pas. Donc pour l'instant, je dirais ce sont des suppositions, on espère qu'AMD supportera cette plateforme-là le plus longtemps possible, mais il n'y a rien de sûr. Et après, la grande question aussi, c'est est-ce que ces futurs processeurs seront bons aussi? Rien n'est moins sûr non plus, on ne sait pas. À vous de voir si c'est un argument à mettre dans la balance ou pas. Et je dirais que les autres points forts de la plateforme M5, c'est que les tarifs ont tendance à baisser petit à petit, ça devient de plus en plus abordable, que ce soit les cartes mères
ou la RAM également, c'est vrai que ça a quand même beaucoup baissé depuis la sortie. Au niveau des processeurs aussi, à la sortie c'était quand même très très cher, maintenant on peut commencer à trouver des processeurs intéressants sur des segments qui n'étaient pas du tout accessibles sur cette plateforme-là avant. Alors après, l'autre gros point très positif sur la plateforme M5, c'est l'efficacité énergétique de la plateforme dans son ensemble. C'est vrai qu'en pleine charge, par exemple, que ce soit les 7950X ou 7950X 3D, c'est des performances en applicatif assez proches d'un 14900K ou 13900K, mais ça consomme quand même significativement moins. Par contre, c'est vrai que les processeurs Intel ont un avantage au niveau de la consommation en idle, au repos, donc selon la manière dont vous allez utiliser votre PC, en réalité, ça peut être assez comparable. Donc, c'est plus sur les à côté, je dirais, que d'avoir un processeur qui consomme énormément en charge, c'est plus problématique, puisque si vous faites beaucoup d'applicatifs, si vous partez chez Intel, il faudra acheter une carte mère assez costaud du point de vue VRM pour pouvoir l'exploiter correctement. Il faudra aussi un gros système de refroidissement, et il faudra aussi une alimentation de meilleure qualité. Tandis que si vous partez chez AMD, vu que ça consomme beaucoup moins de base, il n'y a pas forcément besoin de mettre autant d'argent là-dedans. Pareil en ce qui concerne le gaming, c'est vrai que le 7800X 3D est quand même très très intéressant à l'heure actuelle, si on veut vraiment un très très bon processeur pour le gaming, puisqu'il ne consomme pas énormément, ce qui fait qu'on n'est pas forcément obligé de partir sur une carte mère très chère, de la RAM très chère, et un système de refroidissement très cher également, puisqu'on peut se contenter de choses plutôt modestes en réalité. Donc bref, la plateforme M5, c'est vrai qu'elle a quand même des arguments, je dirais principalement pour son évolutivité possible. Après, encore faut-il vouloir faire évoluer sa plateforme. Si c'est pas votre cas, évidemment, c'est pas un argument. Mais c'est vrai que des trois plateformes en vente à l'heure actuelle, c'est la plus intéressante des trois de ce côté-là. Puisqu'en ce qui concerne la M4, on sait que c'est terminé, il n'y aura rien de mieux que ce qui est déjà sorti. Et sur la plateforme Intel, le LGA 1700, là aussi, de ce qu'on en sait, en dehors d'un gros retournement de situation, on ne devrait rien avoir de mieux que le 14900K comme processeur le plus puissant sur cette plateforme-là. Alors en ce qui concerne la plateforme AM5, du point de vue des processeurs les plus intéressants, sur l'entrée gamme, ça va dépendre énormément des tarifs, puisque vous pouvez trouver le Ryzen 5 7500F parfois en promotion en dessous des 200 €, et là il est intéressant je trouve. Par contre, comme si vous le voyez ici à 220 €, c'est pas intéressant puisqu'on peut trouver le 7600 pour à peine plus cher, voire le même tarif. Pareil, en ce qui concerne le 7600X, ces trois processeurs-là, en réalité au niveau des performances, ils sont plutôt proches les uns des autres. Le facteur déterminant pour moi, c'est le tarif. Mais c'est vrai qu'en tant que processeur d'entrée sur la plateforme M5, ça reste très solide. Au niveau des performances en jeu, on n'est pas très très loin du 5800X 3D. Au niveau de l'applicatif, on est plus ou moins au même niveau de performance aussi. Donc, selon les tarifs, avec une carte mère relativement cohérente, ça fait une porte d'entrée sur la plateforme M5 qui vous permettra d'acheter peut-être plus tard un meilleur processeur. C'est pas inintéressant. Mais j'ai envie de dire, ne mettez pas beaucoup plus de 220 € pour le Ryzen 7600 par exemple, pour moi j'irai pas au-dessus de ça. Un processeur qui a un petit peu le cul entre deux chaises à l'heure actuelle, c'est les Ryzen 7700. Pour moi, ils sont pas hyper intéressants, puisque ça tourne aux alentours des 300-350 €. Et c'est vrai que maintenant, on retrouve de plus en plus le 7800X 3D aux alentours de ce tarif-là. Bon, là, le prix n'est pas terrible sur Amazon, mais dans d'autres boutiques, on l'a vu en dessous des 400 € assez régulièrement. Donc, quand le 7800X 3D est quasiment au même prix que le 7700X, ça n'a absolument aucun sens de partir sur le 7700X. Et en parlant du 7800X 3D, ça reste un des meilleurs processeur si on veut faire du gaming, quasiment uniquement du gaming, et un petit peu d'applicatif aussi, c'est pas un manche en ce qui concerne l'applicatif, faut pas non plus déconner, ça reste un 8 core en Zen 4, ça reste tout à fait respectable, ce sera pas le plus rapide, par exemple pour faire de l'encodage et ce genre de trucs, mais pour la plupart des tâches single thread, ou du multithread occasionnel, ça fait largement taf, c'est suffisant pour la majorité des utilisateurs, je pense. Et le gros avantage du 7800X 3D, c'est que ça vous offre les performances similaires au 14700K, 13900K ou 14900K pour significativement moins cher. Puisque là, le 7800X 3D, on l'a vu en promo pour Black Friday, aux alentours des 350-370 €. C'est vrai que par rapport à son tarif de sortie, c'est beaucoup plus intéressant. En plus, vous avez une plateforme potentiellement évolutif pour la suite. Pour moi, ça reste un des meilleurs choix à l'heure actuelle. Si on fait une config gaming, pour une config gaming, je dirais plutôt musclée, puisqu'il faut aussi derrière la carte graphique qui fait sens pour aller avec celui-ci. Et en plus de ça, le 7800X 3D, c'est un processeur qui ne consomme vraiment pas beaucoup du point de vue énergie en charge. On n'a même pas besoin d'acheter une carte mère très chère pour le coupler avec celui-ci.
Au niveau de la RAM, c'est pareil. Les Ryzen 7000, c'est de la DDR5 6000 CL30 qui est optimale. C'est pas la RAM la plus chère. Au niveau du système de refroidissement, un Ventirad à 40 balles de chez Thermalright, ça fera largement le taf. C'est vrai que d'un pur point de vue performance-prix, c'est le processeur le plus intéressant sur l'haut de gamme à l'heure actuelle, je trouve. Par contre, en ce qui concerne les processeurs, je dirais plus orientés applicatifs chez AMD, c'est un petit peu plus compliqué, je trouve. Tout ce qui est 7900, 7900X, 7950X et ces versions-là en X3D, enfin tous les Ryzen 9 en fait, ça va dépendre énormément de ce que vous allez faire. Puisque ce qu'il faut bien retenir aussi, c'est que le 7950X 3D vous offrira pas de meilleure performance en jeu que le 7800X 3D. C'est même parfois l'inverse. J'avais testé le 7900X 3D, personnellement, je n'ai pas trouvé ça terrible, et je préfère largement le 7800X 3D. Par contre, si vous voulez une plateforme AMD AM5 et que vous voulez faire à la fois les meilleures performances gaming et de grosses performances en applicatif, évidemment, le 7950X 3D n'est pas inintéressant, mais c'est vrai qu'il est quand même relativement cher. Mais globalement, n'achetez pas le 7950X 3D en dehors de si vous en avez vraiment besoin pour bosser en même temps que pour jouer. Sinon, ça n'a pas de sens. Et je dirais même que si vous faites majoritairement bosser avec un petit peu de gaming sur le côté, c'est plus intéressant par exemple de partir sur un 7900X ou un 7950X. Puisque bon, certes, vous aurez moins de performance en jeu qu'avec un X3D, mais les Ryzen 7000X classiques offrent toujours de très bonnes performances en gaming. C'est similaire au 5800X 3D, ça reste très raisonnable, c'est suffisant pour la majorité des utilisateurs, ça coûte un petit peu moins cher. Donc bon, à vous de voir, mais c'est vrai que ces processeurs-là, c'est vraiment uniquement si vous allez bosser avec pour du gaming. Pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens. La gamme AM5 actuelle, pour moi, ça s'arrête au 7800X 3D en ce qui concerne le gaming. Alors on enchaîne ensuite avec la plateforme LGA 1700 d'Intel. Alors ce qui est intéressant chez Intel, c'est qu'on a quand même pas mal de choix en ce qui concerne les processeurs eux-mêmes et aussi du côté des cartes mères, puisqu'on a à la fois le choix d'utiliser de la DDR4 et de la DDR5, et au niveau des processeurs, c'est vrai qu'on a un petit peu de tout. On peut aller du quad-core qui saura faire du gaming de manière très correcte, jusqu'au 14900K, qui est un monstre du point de vue performance applicative, et aussi du point de vue gaming, et aussi du point de vue de la consommation. Par contre, c'est vrai que si on part chez Intel, il y a quelques considérations qu'on n'a pas forcément sur une plateforme AMD, ou tout du moins beaucoup moins. Comme la plupart des processeurs haut de gamme chez Intel sont quand même très énergivores, il faut que le combo carte mère processeur soit aussi plutôt cohérent. Et ça implique aussi des coûts plus élevés en ce qui concerne le système de refroidissement, l'alimentation requise, et aussi la carte mère elle-même, puisque pour mettre les processeurs les plus performants de chez Intel, il faut aussi une carte mère quand même relativement costaud, puisque ça pourrait poser problème, je dirais de mettre un 14900K sur une B760, là où chez AMD par exemple, le 7800X 3D, on peut le mettre sur une B650 sans aucun problème. Par contre, là où les processeurs d'Intel, je dirais, ont une forte consommation en charge, c'est vrai que du point de vue de la consommation au repos, en idle, là c'est eux qui ont l'avantage par rapport aux processeurs de chez AMD. Donc, comme je le disais aussi pour la plateforme M5, selon la manière dont vous allez utiliser votre config, en réalité, ça peut être plus intéressant, je dirais, d'avoir une plateforme Intel, si vous êtes en idle, plus souvent qu'en charge, plutôt qu'une plateforme AMD. Donc, c'est à voir selon les applications que vous allez utiliser, la manière dont vous utilisez votre PC. Ça peut être plus intéressant de partir sur la M5 ou le LGA 1700, ça dépendra de plusieurs facteurs. Et l'autre avantage, comme je le dis juste avant, c'est que comme on peut utiliser de la DDR4 ou de la DDR5, malheureusement pas les deux sur la même carte mère, c'est vrai qu'on peut du coup réutiliser son kit de RAM de sa plateforme précédente, par exemple. Ce qui n'est pas forcément le cas sur la plateforme M5, puisqu'on est obligé de passer à la DDR5. Par contre, si on veut avoir les meilleures performances possibles sur les jeux récents, je dirais, c'est plus intéressant de partir sur une plateforme DDR5 chez Intel. Donc bref, il y a du pour et du contre, et je dirais, partir sur de la DDR4 chez Intel, c'est plus cohérent si on vise l'entrée milieu de gamme jusqu'au 13000, 14600K, je dirais. Au-dessus de ça, personnellement, j'irais plus sur de la DDR5. Et pendant qu'on est sur le chapitre de la RAM, il est quand même important de préciser que sur les plateformes Intel à l'heure actuelle, alors certes, sous certaines conditions, on peut aller jusque de la DDR5 8000 MHz par exemple, mais il faut quand même un combo processeur-carte mère qui permette d'aller jusque là, donc c'est pas garanti. C'est pas parce que vous achetez un kit de DDR5 8000 MHz avec un processeur Intel que ça va forcément fonctionner. La DDR très rapide, je rappelle que c'est un overclocking, le XMP,
il n'y a rien de garanti. La RAM est certifiée pour fonctionner à ce niveau de performance-là, mais ça ne veut pas dire que le processeur et son contrôleur mémoire et la carte mère permettent de le faire. Donc c'est quand même un paramètre à prendre en compte. Donc dans l'ensemble, je dirais que c'est relativement simple d'avoir de la RAM jusqu'à la DDR5 6400 chez Intel. Au-dessus de ça, c'est un petit peu plus la loterie. Par exemple, j'ai un kit de RAM à 7200, ça passait avec mon 13600K, par contre avec mon 14700K sur la même carte mère, ça ne fonctionne pas. Donc il n'y a rien de garanti de ce côté-là. Autre truc à prendre en compte, comme je le disais juste avant, c'est qu'au niveau du choix du combo carte mère processeur, il faut prendre en compte la consommation, je dirais, du processeur en charge. Donc c'est vrai que chez Intel, il y a vraiment deux gammes bien distinctes, je dirais. Il y a la gamme 65 watts, par exemple sur la génération 13, sur la génération 14, ce sera probablement la même chose. On a une gamme de processeurs 65 watts qui consomment beaucoup moins que les 14000 ou 13600K et supérieurs. Donc en ce qui concerne les cartes mères, le B760, c'est celui qu'on retrouve majoritairement sur le marché et le plus intéressant d'un point de vue tarifaire. Sur la plupart de ces cartes mères là, on peut aller, je dirais, jusqu'au 14600K tout en le laissant à stock. De toute façon, on ne peut pas l'overclocker. Par contre, sur la plupart des cartes mères en B760, j'irai pas mettre un 14700K ou un 14900K par exemple. Là, je préférerais partir sur du Z690 ou 790. La plupart du temps, ce sera plus cohérent. Et une autre grande force de la plateforme Intel actuelle, c'est un petit peu l'utilisation mixte, je dirais. Si vous voulez faire une config, par exemple, qui permette de jouer et streamer en même temps, c'est vrai que le 14600K est supérieur. Ce sont des processeurs très intéressants pour faire ça. Puisque pour l'instant, en ce qui concerne le streaming, avec une plateforme de chez Intel, on a le choix de 3 types d'encodage différents. Si on a une carte graphique, bien évidemment, on a l'encodeur de la carte graphique. Mais si on a un 14000 ou 13600K ou supérieur, on peut aussi avoir accès au processeur lui-même et sa puissance brute pour faire l'encodage, par exemple pour l'envoyer sur Twitch. Et on a aussi la partie graphique intégrée qui a un encodeur hardware qui permet lui aussi de faire de l'encodage. Donc ça laisse le choix de 3 types d'encodeurs différents, soit pour streamer sur plusieurs plateformes, soit pour streamer et enregistrer en même temps, en ne sollicitant pas uniquement par exemple l'encodeur de la carte graphique. Et enfin, l'autre point faible de la plateforme Intel LGA 1700 par rapport à la M5, c'est qu'on est un petit peu en bout de course. C'est la dernière génération de processeurs, la génération 14. On ne devrait pas avoir de génération 15 sur la plateforme actuelle. Donc si vous achetez la plateforme Intel actuelle, vous savez déjà que vous ne pourrez pas avoir mieux que le 14900K. Tout en sachant aussi que la génération 14 n'était de toute façon en grande partie qu'une génération 13 bis avec quelques petites modifications. La plupart du temps, ça change quasiment rien. Alors, au niveau des processeurs qui sont intéressants sur la plateforme LGA 1700 d'Intel, sur l'entrée de gamme, pour moi, un des processeurs les plus intéressants depuis quand même un bon bout de temps, c'est le 12100F. Alors, ce processeur-là offre des performances très correctes en gaming. Pour rappel, il se situe entre le Ryzen 3600 et le 5600, et il est souvent plus proche du 5600 que du 3600, en dehors de quelques jeux. D'un pur point de vue performance-prix, c'est vrai qu'il peut être très intéressant, même là aux alentours des 100 balles, voire légèrement en dessous, comme on l'a vu dernièrement. C'est une option à pas forcément négliger. Certains ont peur puisqu'il n'a que 4 corps 8 threads, mais pour du gaming, ça suffit encore la plupart du temps. C'est un processeur qui a encore des performances très solides. Je l'avais testé sur la chaîne, le 13100F aussi. Je le teste à chaque fois sur les jeux qui sortent aussi. Ça reste plutôt solide la plupart du temps. Alors après, bien évidemment, ça dépend aussi du tarif actuel du 12400F, qui lui est quasiment exactement au même niveau de performance que le Ryzen 5600, que ce soit en applicatif ou en gaming. Et là, on l'a vu avec le Black Friday et tout, à des tarifs très agressifs. Et c'était plus intéressant de partir sur celui-ci que le 12100F par exemple. Donc lui aussi, c'est une base très solide au niveau des performances. Ça reste un très bon processeur dans l'ensemble, qui fera tourner la plupart des jeux sans gros problème. Autre processeur qu'on a vu à un tarif plus intéressant que ce qu'on voit ici dernièrement, c'est le 12600K, on l'a vu à moins de 200 balles. Et là, c'est vrai que pour ce tarif-là, le 12600K, ça reste là aussi une option tout à fait solide. Pour rappel, le 12600K, c'est très proche au niveau des performances en jeu du 13400F, il est même légèrement au-dessus. C'est plus proche du 13500 en gaming. Par contre, en applicatif, le 13500 a un petit avantage, puisqu'il a plus de petits corps que le 12600K. Mais le 12600K, on peut l'overclocker si on a la bonne carte mère. Enfin bref, il y a du pour et du contre, ça dépend du tarif à laquelle vous allez les trouver. Mais si vous trouvez un 12600K à un bon prix,
c'est une option à ne pas négliger du tout, c'est un très bon processeur dans l'ensemble. Sur les générations qui viennent de sortir, on a aussi évidemment le 14600K qui est vraiment très proche du 13600K, ça dépendra énormément du prix auquel vous allez les trouver, puisque bon, s'il y a vraiment un écart de prix vraiment en faveur du 13600K, ça vaudra plus le coup de partir sur celui-ci s'il est beaucoup moins cher. Le 14600K, si par contre il est quasiment exactement au même tarif, autant partir sur le 14600K. Et ce qui est intéressant avec les 13600K et 14600K, ben, c'est que ce sont de très très bonnes performances en gaming. C'est un petit cran en dessous des 7800 X3D ou les 14700 et 14900K, mais ça reste très très proche. Et en applicatif, ben, ils sont plutôt bons également, puisqu'ils ont 8 petits corps de chez Intel, et ça fait le taf, hein, que ce soit au niveau d'une utilisation mixte, pour streamer et encoder par exemple, ou ce genre de truc, c'est les processeurs sur lesquels il faut partir à mon sens. Et je dirais que globalement, si vous cherchez le meilleur compromis performance-prix sur la plateforme Intel, c'est les plus intéressants la plupart du temps. Alors après, on a aussi les 14700K qui sont sortis dernièrement, et je dirais que c'est les seuls processeurs à avoir vraiment évolué d'une génération à l'autre par rapport à la génération 13, puisque sur le 13700K, on avait 8 gros corps et 8 petits corps, le 14700K, on a 8 gros corps et 12 petits corps. En applicatif, ben, c'est des performances en plus. En dehors de ça, ça change pas grand chose pour le gaming par exemple, même si le 14700K sera probablement un petit cran au-dessus. Donc là aussi je dirais, c'est plus une histoire de tarif qu'autre chose. Si le 13700K est significativement moins cher, c'est plus intéressant. Si par contre les prix sont assez proches, le 14700K il fait plus sens. Après on a aussi le 14900K, et là personnellement je suis un petit peu moins intéressé. Je trouve pas qu'il vaille le coup, puisque c'est quand même beaucoup plus cher que le 14700K, et en réalité bah, on a quasiment uniquement 4 petits corps de plus. Et au niveau des performances gaming, il n'y a pas vraiment de grosse différence entre le 14700K et les 13900, 14900K, donc pour moi, autant rester sur les 14700K si on veut vraiment de grosses performances en jeu et en applicatif en même temps. Pour moi, c'est ce qui fait le plus sens. Je rappelle aussi que si vous partez sur un 14700 ou 14900K, il faudra quand même acheter une carte mère assez costaud pour pouvoir encaisser la charge, puisque ce sont des processeurs qui consomment vraiment énormément d'énergie en charge. Il faudra aussi un système de refroidissement adapté et aussi possiblement une alimentation plutôt costaud, si en plus de ça vous les couplez à des cartes graphiques très énergivores également. Donc par rapport au 7800 X3D par exemple qui vous offrira des performances similaires en jeu, il y a d'autres contraintes si on part sur les processeurs Intel les plus puissants. Mais c'est vrai qu'en dehors de ce problème d'efficacité énergétique en charge, ça reste du matos très performant avec d'excellentes performances, ici que ce soit en jeu ou en applicatif. Alors pour terminer, on va aussi faire un petit tour du côté des cartes mères, pour voir un petit peu les cartes mères qui sont intéressantes pour chaque plateforme, tout du moins celles que je trouve plutôt sympathiques d'un point de vue performance-prix, et on verra un petit peu ce que ça donne. Alors en ce qui concerne la M4, bon il ne reste quasiment plus uniquement que du B550, il y a encore quelques X570 qui se promènent, mais la plupart du temps elles sont quand même très chères, donc bon, le B550 ça marche très bien de toute façon, et la plupart des cartes mères pourront gérer même les plus gros processeurs, tout du moins le 5800 X3D sans trop de problèmes, même cette petite carte mère de 6 GB, un 5800 X3D là-dessus, ça offrira les mêmes performances que sur des cartes mères plus chères. Par contre, bon, on préférera quand même mettre une carte mère un petit peu plus costaud si on a un petit peu plus d'argent. Je dirais que la DS3H, c'est vraiment si on cherche à tirer le budget le plus possible, puisque bon, au niveau des connectiques USB, c'est pas incroyable, on n'a pas beaucoup d'USB rapide, et surtout on n'a que 2 emplacements pour les ventilateurs, ce qui est là aussi plutôt limité, donc si on veut mettre plus de ventilo pour brancher à son boîtier, il faudra acheter un splitter au niveau des ventilateurs, ce qui augmenterait le prix, au même prix, je dirais, que des cartes mères un petit peu plus coûteuses. Donc la DS3H, c'est vraiment du cas par cas. Elle peut être par contre plutôt intéressante si elle est en promotion. Donc bon, ça dépend vraiment de ce que vous allez faire. Mais je dirais que pour un 3600, 5600 ou même 5800 X3D, ça fera le taf. Par contre, on va pas aller mettre de 5900X ou de 5950X là-dessus. Autre carte plutôt intéressante pour le B550, bon, c'est la Gaming X V2 de chez Gigabyte. Alors, il y a du pour et du contre, je dirais que du point de vue des connecteurs, ventilateurs, tout ça par exemple, c'est mieux que la DS3H. En ce qui concerne les VRM, c'est légèrement plus costaud aussi, donc on pourra mettre la majorité des processeurs AM4 sur cette carte mère là. Par contre, c'est vrai qu'au niveau des ports USB, c'est pas la dinguerie, c'est même par certains côtés moins bien que sur la DS3H. Donc c'est une carte mère un petit peu entre deux.
Je dirais que personnellement, à l'heure actuelle, ma carte mère préférée au niveau prestation-prix en B550, ben, c'est la MSI MPG Gaming Plus. C'est du plutôt solide, elle a fait ses preuves. Il y a une petite touche de RGB pour ceux qui veulent sur le bas de la carte. Et c'est vrai qu'au niveau des ports USB, par exemple, ben, c'est un petit peu mieux fourni que les deux cartes de chez Gigabyte qu'on vient de voir. Puisque là, par exemple, on a même un port USB-C, ce qui n'était pas le cas sur les deux autres. Donc, moi, je trouve qu'elle est un petit peu mieux fournie. C'est plus là-dessus que je partirais, mais c'est vrai qu'elle est aussi un petit peu plus chère. Donc, à vous de voir hein, ce qui vous paraît le plus intéressant. Mais c'est clairement ma préférée des trois, je dirais, au global. Mais si on cherche à avoir quelque chose d'un petit peu plus serré côté budget, on fera au mieux avec ce qu'on a. Alors en ce qui concerne la plateforme M5, pour moi c'est plutôt simple en réalité. Comme je l'ai dit au moment de parler de la plateforme M5, ben, les cartes mères qui ont été les moins prises de tête et qui gèrent le mieux la RAM Expo, pour moi ben, c'était clairement les Gigabyte. Moi j'utilise cette carte mère là, la B650 Gaming X AX. J'ai également testé la B650 de chez MSI. Une des moins chères, la P, mais je pense que même les cartes au-dessus n'étaient pas franchement mieux. Et chez Asus, j'ai également testé la TUF et j'étais pas particulièrement satisfait. Celle que j'ai préférée, d'assez loin, c'est celle-ci. C'est celle qui m'a le moins prise la tête et c'est celle qui fonctionnait le mieux du côté de la RAM principalement. Donc, ma recommandation, ce serait celle-ci. On la trouve moins chère que ça de temps en temps, faut guetter les promotions. Sinon, si vous voulez une carte mère, je dirais un petit peu mieux fournie, puisque là, bon, au niveau des ports USB, tout ça, c'est pas dégueulasse, hein, mais c'est pas ce qui se fait de mieux au niveau des lignes PCI Express et tout ça. Si vous avez plus d'exigences, ben, bien évidemment, il y a la gamme du dessus chez Gigabyte en X670, il y a la Aorus Elite, il y a également la Gaming X si vous la préférez. Globalement, c'est grosso modo la même chose. Comme vous pouvez le voir ici, c'est beaucoup plus fourni, point de vue connectique. Donc, en dehors de ça, au niveau des performances, ça ne changera rien, puisque pour l'instant, en ce qui concerne les cartes graphiques, au niveau du PCI Express, on est toujours sur du 4.0. Il y a peut-être qu'à partir de la prochaine génération de cartes graphiques qu'on passera sur le 5, et encore, c'est pas dit que ça change quoi que ce soit d'un point de vue performance. Donc, PCI Express 4.0, pour l'instant, même avec le B650, c'est pas dramatique. Je dirais que le X670, ça se justifie surtout si vous avez des besoins pour les ports USB, pour les ports M2, ce genre de trucs. Alors pour le LGA 1700 de chez Intel, là on a le choix DDR4, DDR5. Pour l'entrée de gamme, je dirais, bon, c'est pas que j'aime particulièrement Gigabyte chez Intel, il y a moins de problèmes, je dirais, avec les autres marques, ou pas du tout même, par rapport à la M5. C'est juste que là, Gigabyte propose un prestation-prix très très correct chez Intel aussi, donc c'est intéressant. Alors ça c'est un classique, hein, la Gaming X en B760M. Alors, personnellement, j'irai pas mettre là-dessus des processeurs au-dessus de la gamme 65 watts de chez Intel. Donc tous les processeurs K et supérieurs, personnellement, je n'irai pas mettre là-dessus en dehors du 12600K où ça doit passer. 13600K, 14600K à stock, à mon avis ça doit le faire, mais j'irai pas au-dessus de ça. Si vous cherchez la taille du dessus et pas en MATX, bon, la Gaming X DDR4 en B760, c'est un petit peu plus cher, c'est un petit peu plus grand, il y a plus de ports et tout ça, donc à vous de voir, elle est un petit peu mieux fournie. Personnellement, c'est la carte que j'utilise pour mes tests de processeur Intel avec la DDR4. Personnellement, je trouve que c'est une carte plutôt bien équilibrée, elle est plutôt sympathique pour son tarif. Bien évidemment, cette carte-là, on la trouve également en DDR5. Là aussi, si vous voulez partir là-dessus, il n'y a pas de problème particulier. Ça fera le taf sur la majorité des processeurs. Je dirais entrée et milieu de gamme. Par contre, pour tout ce qui est 13700K, 14700K et supérieur, et bien là on va plutôt partir sur du Z790. Alors en ce moment sur Amazon par exemple, on peut trouver cette carte mère de chez MSI, la Z790 Gaming Pro, qui est plutôt pas trop mal hein, pour le tarif. Alors, elle a quelques petites limitations différentes hein, au niveau des ports USB, du nombre de ports M2, qui est un petit peu moindre que la Z790P que l'on trouve au même tarif à l'heure actuelle. Alors la Z790P pour moi c'est un des classiques hein, en ce qui concerne les cartes mères Intel en Z790 qui sont pas trop chères. Ça peut accueillir, je dirais même un 14900K sans trop de problème. On n'ira pas faire un overclocking de zinzin là-dessus, mais à stock, ça passera. Tout comme pour cette carte mère aussi de chez MSI, elles sont au même tarif, elles ont un compromis différent au niveau du port M2 et des ports USB, mais en dehors de ça, c'est globalement la même chose. Hein, au niveau de ce que vous aurez, au niveau des performances, ça changera rien. Donc à vous de voir laquelle vous préférez. C'est vrai que la Gaming Pro est un petit peu plus sympathique au niveau du look si vous voulez voir un truc un petit peu plus gamer. Là où la Z790P est un petit peu plus austère, un petit peu plus sobre.
Sinon, plus globalement, bah, comme je le disais en début de vidéo, vous pouvez aussi aller voir sur ma page Amazon que je mettrai dans la description de la vidéo pour voir un petit peu des configurations type et voir un petit peu ce que vous en pensez vous aussi, si ça peut vous donner des idées. Puis sinon, bah, j'espère que j'ai rien oublié d'important dans l'histoire. Comme d'habitude, si la vidéo vous intéressait, bah, n'hésitez pas à faire le truc pénible de YouTube pour soutenir la chaîne. Et puis on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Salut!